Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour cette conférence de rentrée, une étape traditionnelle pour les premières années. J'avais déjà eu votre baptême, ça c'est le deuxième round, on va dire ça comme ça. Donc je tiens à remercier tout particulièrement notre invité du jour, Monsieur Pascal Gaden. Alors, je vais le laisser se présenter, c'est quelqu'un qui connaît très très bien l'entreprise, mais pas seulement, l'administration publique également, qui a un parcours très riche, très varié. Ça a été également un enseignant de l'école. Pendant plus d'une dizaine d'années, il a assuré le cours que vous aurez en troisième année, un cours d'entrepreneuriat, un cours avec un gros volume, plus de 20 heures. Et il participe d'ailleurs toujours à ses jurys. Donc voilà, je vais lui passer la parole. Monsieur Gaden est actuellement associé chez Allemande, une boîte qui va vous présenter. Pascal, bienvenue à toi. Merci, bonjour à tous. Alors encore une fois, c'est une joie de se retrouver dans cet amphi où, comme l'a dit M. Pregialdini, j'ai pu enseigner pendant une dizaine d'années. Et puis en plus, je suis ravi de voir l'amphi totalement plein. C'est un peu plus inhabituel en troisième année quand on ne fait pas la fête, mais évidemment, vous comprendrez. Donc mon but aujourd'hui, c'est non seulement de vous inspirer, mais également de vous donner envie de suivre, quand vous serez en troisième année, et ça viendra, de suivre le cours d'entrepreneuriat, d'économie d'entreprise, avec pourquoi pas, si j'ai pu faire naître aujourd'hui quelques graines qui auront germé dans votre esprit, c'est-à-dire l'envie d'entreprendre. Voilà, pour me présenter, donc M. Pregialdini l'a dit, j'ai un profil, on va dire, atypique. Alors déjà, pardonnez-moi, je ne suis pas ingénieur. Donc comme quoi, tout le monde a des défauts, vous le serez un jour. J'ai un parcours universitaire franco-américain, école de commerce, MBA. J'ai ensuite une formation militaire à l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et puis j'ai au final fait une école qui n'existe plus, qui s'appelle l'ENA, qui a changé de nom en fait. C'est toujours la même, hein, quoi qu'en dise ces détracteurs, où je me suis spécialisé dans la gestion de crise. Et donc ça m'amène exactement à vous indiquer, M. Pregialdini, je suis aujourd'hui associé au sein d'une entreprise qui s'appelle Allemande. Allemande, c'est le numéro 2 français de la cybersécurité. On embauche évidemment chaque année une centaine d'ingénieurs. Et la cybersécurité, ça couvre absolument tous les métiers. Celui du conseil, évidemment, des services managés, mais également des infrastructures de sécurité, du développement, et puis ça va de l'anticipation à la remédiation après restauration suite à une attaque. Donc ça fait très souvent appel à des métiers qui sont les vôtres, qui seront les vôtres bientôt, celui de l'ingénieur. Juste pour vous donner une idée, Allemande aujourd'hui, c'est une dizaine d'agences dans le monde dont j'ai la responsabilité, et puis c'est un siège qui est basé à Sèvres, c'est 450 salariés, pour l'essentiel ingénieurs, et puis on est présent, je le disais, sur tous les métiers de la cybersécurité. Surtout, 70% des entreprises du CAC 40 sont clients chez nous. Elles représentent la moitié du chiffre d'affaires de notre groupe. L'autre moitié est réalisée, et ça nous parle beaucoup plus, par des entreprises qui se trouvent en région ou en Suisse, par exemple, qui sont considérées comme une région chez nous, et qui sont des PME de croissance, des startups, qui sont souvent focalisées sur les nouvelles technologies. Et on le verra dans l'entrepreneuriat, quand vous entreprenez et que vous avez dépensé beaucoup d'argent dans une technologie, il est important de la protéger. Parce que si vous faites piquer vos données, eh bien, c'est les investissements des 2, 3, 4 dernières années qui sont publiés parfois à vil prix sur le dark web. Et donc l'objectif, c'est aussi pour les startups de protéger ces données, donc on intervient auprès d'elles. Voilà. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler, à l'invitation de M. Pregialdini, d'un sujet. Alors, évidemment, ça a été teasé, ingénieur et entrepreneur, savoir-faire ou état d'esprit. Est-ce que, juste un petit sondage avant de commencer, et puis, comme je serai dans le jury, quand vous serez en troisième année de l'entrepreneuriat, je reposerai la même question pour voir l'évolution. Qui parmi vous s'est déjà posé la question de dire, et si un jour je crée ma boîte? Félicitations. Alors, je vais dire félicitations parce que, en général, j'ai une, deux mains qui se lèvent. Et ça, c'est en troisième année. Donc là, aujourd'hui, clairement,
M. Brigaldini m'avait prévenu, il m'avait dit, tu verras, c'est une promotion qui promet d'être excellente. Ben, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et en plus, ils sont bosseurs. Et ils nous courent. Bon, trêve de plaisanterie, c'est important. La motivation, c'est un des éléments moteurs. La motivation, c'est un des éléments moteurs de la réussite. Le travail, évidemment. Alors, ça, vous allez l'entendre souvent, il faut de la chance, il faut de l'argent, etc. Mais il y a peut-être deux choses essentielles si vous voulez réussir. La première, c'est que, certes, il faudra une idée, mais avant tout, il faudra travailler. Et la réussite sans travail, ça n'existe pas. Le travail ne garantit pas la réussite. Mais par contre, la réussite ne peut pas être obtenue si vous n'avez pas travaillé. Donc, dans tous les cas, commencez par travailler. Et on verra après, avec un petit peu de chance, en plus. Vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Voilà, donc, c'est vrai que j'avais anticipé. Ingénieur ou entrepreneur, savoir-faire ou état d'esprit. Eh bien, c'est un peu ce qu'on va chercher ensemble aujourd'hui, à décorréler, et puis peut-être à vous donner des idées, et à regarder, parce que, en tout cas pour ceux qui ont levé la main, ceux qui se sont interrogés sur le fait de savoir si un jour je crée ma boîte, vous vous posez certainement déjà un certain nombre de questions auxquelles je vais tâcher, non pas de répondre, mais de vous donner des pistes pour vous permettre d'y réfléchir et de se dire, bien, si un jour je dois le faire, ça serait peut-être bien que eh bien, j'assure mes arrières et je fasse un projet qui soit parfaitement élaboré. Ça aura un autre avantage, à moins que vous soyez un héritier ou une héritière très riche, à moins que vous ayez déjà gagné vos taux, que vous n'ayez pas de souci d'argent, eh bien, quand vous aurez un projet d'entrepreneuriat, une idée, une innovation que vous voudrez mettre en œuvre, il vous faudra la financer. Et pour financer un projet, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. Si vous ne savez pas l'exprimer clairement à quelqu'un qui est susceptible de venir vous apporter les fonds nécessaires à la réalisation de votre projet, votre meilleure idée ne fonctionnera, en tout cas ne trouvera pas un financeur pour vous accompagner. Pourquoi? On le verra, c'est qu'il y a toujours une adéquation idéale entre le porteur de ou l'apporteur de projet et son projet. C'est-à-dire que le financier va s'interroger en disant « Ok, l'idée est bonne, mais est-ce que la femme ou l'homme qui va porter ce projet est en adéquation avec ce qu'elle m'annonce ?» Et donc cette adéquation homme-femme-projet, il est indispensable pour le financeur. Et quand je veux parler d'assurer vos arrières, de vous projeter dans un univers professionnel, dans un avenir personnel, qui va évidemment conditionner la manière dont vous allez travailler et votre projet, eh bien, il est important d'avoir ça à l'idée, c'est que tout simplement votre projet professionnel corresponde aussi à votre projet personnel. Ça, on aura l'occasion de le voir en détail. Alors, je ne sais plus qui a dit, c'est peut-être un penseur chinois d'il y a 500 ans avant Jésus-Christ, ou tout simplement, je l'ai vu sur Facebook hier, je ne sais pas, mais quelqu'un a dit, si tu fais un métier que tu aimes, tu ne travailleras jamais aucun jour de ta vie. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Faites ce que vous aimez, que vos projets personnels et vos projets professionnels soient confondus, et vous n'aurez jamais l'impression de travailler, mais tout simplement d'aller de l'avant, d'exister et de réaliser vos rêves. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus sur le fait que, évidemment, vous êtes déjà gagnant. Alors, je l'ai noté, hein, je l'ai dit, je suis ravi d'échanger avec vous, mais d'abord, avant tout, bravo. Bravo, parce que vous sortez de 2 ans extrêmement intenses en prépa. Vous avez un travail individuel sur lequel vous avez été énormément sollicité, sur lequel vous avez énormément été sollicité. Aujourd'hui, il y a maintenant une chose qui va fonctionner dans la manière dont vous allez travailler, c'est la gestion en mode projet. Vous allez travailler de façon collaborative, vous allez créer des équipes, vous allez répartir les tâches entre vous de façon vertueuse. Alors, il y en a toujours un qui traînera les pieds, qui ne bossera pas, qui est au bar la veille, et puis qui n'est pas rentré à l'heure, etc., etc. Il y en a, vous les avez certainement déjà identifiés. Mais pour autant, vous êtes une équipe. Et l'équipe, elle doit être soudée.
Il ne faut pas nécessairement un meneur. Aujourd'hui, on peut fonctionner de façon très transversale. Et donc, ce travail en mode collaboratif, en mode participatif, en mode projet, eh bien, il va aussi être à l'image de ce que vous serez amené à rencontrer dès lors que vous serez soit en stage longue durée dans une entreprise, soit directement auprès de votre premier emploi. Alors, aujourd'hui, vous êtes des gagnants. Vous faites partie des rares, je mets quelques chiffres, hein. Une femme sur 107 est ingénieur en France, un homme sur 28, donc vous êtes déjà promis un bel avenir. Et ça, vous le savez, mais c'est aussi une responsabilité qui vous incombe. Quelle responsabilité? C'est que demain, vous serez amené non seulement à apporter une expertise, parce que c'est la vôtre, c'est la somme des connaissances académiques que vous aurez accumulées ici, à Télécom Physique, mais pas seulement. Vous aurez aussi une capacité managériale. Vous aurez la tâche de prendre des responsabilités. Des responsabilités, ça veut dire prendre soin des gens avec lesquels vous travaillez, des gens qui n'ont pas nécessairement eu la chance, comme vous, de réaliser de grandes études, pour plein de raisons. Faute de moyens, ou tout simplement une ambition un peu différente de la vôtre. Mais vous avez la responsabilité de ces gens-là. Et quand je parle de fonctionner en mode participatif, ça doit vraiment guider les futurs managers que vous êtes, les futurs ingénieurs, les futurs entrepreneurs. C'est cette responsabilité qui est la vôtre, qui est une responsabilité d'expertise, une responsabilité métier, mais également une responsabilité sociale et sociétale. D'accord? Donc, imprégnez-vous de ça. Et la première responsabilité de l'entrepreneur, c'est de dire, je vais faire quelque chose qui va servir à tous. Un entrepreneur, c'est une entrepreneuse, c'est quelqu'un qui va construire un projet sur un problème qu'il aura identifié et pour lequel il aura imaginé une solution. On ne crée jamais sur une bonne idée. On crée sur la résolution de quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est le plus souvent le cas. Voilà, donc il vous appartient de mettre à disposition de l'entreprise et de la société ce à quoi vous allez être confronté. Alors, être ingénieur et entrepreneur, c'est quoi? Est-ce qu'on peut être que ingénieur ou que entrepreneur, selon vous? Oui? Oui, on peut décider d'être ingénieur, d'être un expert dans son domaine, et pas nécessairement d'être un entrepreneur. On peut être un entrepreneur sans nécessairement avoir un diplôme d'ingénieur. M. Prégaldini l'a dit, c'était mon cas. J'ai créé plusieurs entreprises. Il m'est arrivé de me planter aussi. Ça fera partie des risques qu'on sera amené à évoquer. Créer une entreprise, c'est pas sans risque. Vous engagez votre patrimoine personnel, vous engagez votre crédibilité, votre statut social, etc., etc. Donc, on peut être entrepreneur sans être ingénieur. Néanmoins, un ingénieur, par nature, il est déjà entrepreneur. Pourquoi? Entrepreneur, ça ne veut pas dire créateur d'entreprise. Vous pouvez demain, dans le cadre d'un stage, être nommé responsable de la conduite d'un projet. C'est déjà un projet d'entreprise. Pourquoi? Parce que vous allez prendre une responsabilité, vous allez dire, voilà, on va fixer un objectif, je vais mettre en place des moyens technologiques, des moyens humains, je vais mobiliser des moyens financiers, alors pas nécessairement en allant voir le banquier, mais en allant voir votre hiérarchie, ou le comité de direction, ou le dirigeant de l'entreprise, en disant, voilà, sur le projet que vous m'avez confié, je pense que les coûts vont représenter ça, j'ai besoin de tel budget pour pouvoir le mener à bien. Donc, vous êtes déjà, même en tant que stagiaire en mode projet, vous êtes déjà un ou une entrepreneur. D'accord? Donc, être ingénieur, c'est disposer, on l'a vu, de qualités indispensables. Et ces qualités, sur les 3 années que vous allez passer à Télécom Physique, eh bien, petit à petit, vous allez les acquérir. Alors, c'est vrai que je n'ai pas tout affiché d'un coup, mais la première des qualités sont des compétences techniques. Vous allez consolider votre base de connaissances techniques dans votre domaine, ça va inclure des compétences qui sont mathématiques, des compétences en sciences, évidemment en conception. Là, on est à 100%, voire à 150% dans votre métier d'ingénieur. Mais ce n'est pas tout. Il y en a un autre. La méthodologie. Et pour ma part, c'est celui que je préfère, parce que c'est vraisemblablement le plus important, c'est celui qui amène de la valeur ajoutée à la connaissance académique
initiale, c'est la base, le fondement de tout ce que vous avez. Alors, vous avez déjà acquis les connaissances en mathématiques, vous l'avez fait pendant la prépa, mais à Télécom Physique, vous allez les consolider, et sachez qu'elles représentent véritablement la base de vos connaissances, le fondement de votre futur métier d'ingénieur. Et ensuite, la manière dont vous allez les exprimer, dont vous allez les mettre en œuvre, dont vous allez conduire les projets, bien vous le ferez avec méthodologie. Aujourd'hui, que ce soit dans une grande entreprise, dans une PME, dans une administration, celui qui maîtrise le système, et donc la méthodologie des process, eh bien, c'est celui qui décide. Donc si un jour vous voulez prendre des responsabilités, si vous voulez devenir hiérarchiquement quelqu'un qui a le pouvoir de décision, la bonne manière de le faire, c'est de s'assurer de maîtriser la méthodologie et les process. Et donc pour ça, vous allez être formé pour résoudre des problèmes de façon structurée. C'est ce qui fait la particularité de l'ingénieur. Et c'est ce qui fait votre chance demain dans les structures dans lesquelles vous allez évoluer. Je le dis parce que j'interviens également dans des écoles de commerce. Ils sont moins bien armés que vous sur ce domaine. Ils ont plus un côté vendeur qu'un côté structurant. Et l'ingénieur va justement amener ce côté méthodologie, process, rigueur, structuration de la pensée et de la conception. C'est ce qui est votre chance. Et un troisième point, je viens de le dire, c'est la rigueur. Vous allez améliorer tout au long de votre scolarité à Télécom Physique votre rigueur dans le travail, et ça vous permettra surtout d'éviter les erreurs. Des conneries, vous allez en faire. Et pas seulement au bar, le samedi soir. Des bêtises, vous allez en faire, vous allez commettre des erreurs, vous allez vous tromper. C'est le rôle, malheureusement, ça arrive aux entrepreneurs, aux managers, à tous les gens qui prennent des décisions. Il peut arriver parfois qu'on prenne une mauvaise décision. Et comment on s'en aperçoit? En général, on ne sait qu'après. Donc, la première chose, c'est d'assumer vos décisions. Au moment où vous devez prendre une décision, le futur leader ou la future leader que vous êtes, vous prenez votre décision en pesant le pour et le contre. Vous allez prendre votre décision en conscience. Vous pouvez vous apercevoir après que ce n'était pas la bonne décision à prendre. Vous avez le droit de changer d'avis. Mais surtout, il faut l'assumer. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est votre capacité à prendre des décisions avec votre base de connaissances techniques, votre méthodologie et votre rigueur. Personne ne vous reprochera d'avoir pris une mauvaise décision si vous avez déroulé ce principe dans la prise de décision. Prendre une décision à l'emporte-pièce, sans aller puiser dans ce qui font les qualités d'un ingénieur, c'est prendre le risque de se voir critiquer. D'accord ? Donc, votre qualité d'ingénieur, aujourd'hui, elle vous apporte tous les éléments pour, demain, être à la manœuvre sur tous les éléments que vous allez, sur tous les projets sur lesquels vous allez pouvoir être projeté. Alors, je le disais, de nombreux ingénieurs deviennent aussi des entrepreneurs ou participent à des projets entrepreneuriaux. C'est ce que je disais, quand vous faites un stage de 6 mois de fin d'études en 3e année, vous allez être amené à être responsabilisé sur un projet que vous serez déjà entrepreneur. Alors, vous développez des compétences entrepreneuriales, l'ingénieur ou l'entrepreneur, on a vu que c'était très souvent la même chose, par ses connaissances et son savoir-faire, vous proposez plusieurs choses. La vision à long terme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, fixer un horizon, fixer un objectif. La vision à long terme, elle offre plusieurs caractéristiques positives pour vous. La vision à long terme, ça vous permet d'une part de savoir où vous allez. Alors là, je citais tout à l'heure les philosophes, enfin en tout cas un philosophe chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y en a un autre, Sénèque. Alors lui était espagnol, mais il parlait grec. Mais Sénèque disait il n'y a pas de bon ou de mauvais vent. Il parlait de voile, hein, évidemment. Les bateaux étaient à voile à l'époque et pas propulsés par des moteurs électriques. Il disait il n'y a pas de bon ou de mauvais vent pour celui qui ne sait pas où il va. Eh bien, votre rôle d'ingénieur, c'est d'avoir une vision. C'est de savoir où vous voulez aller. Si vous savez où vous voulez aller, vous pouvez tirer des bords, hein, faire des zigzags, mais vous avez un cap et c'est celui qui vous tire. C'est un autre avantage. En tant qu'ingénieur, en tant que manager. À votre avis, quel est l'autre avantage pour vous? Vous êtes demain
en responsabilité, vous savez où vous voulez aller, et vous avez une équipe. Quel est l'autre avantage pour vous de connaître l'horizon sur lequel vous voulez pointer? On a parlé de management participatif, collaboratif, si ça peut vous inspirer. Quel est l'autre avantage de savoir où vous voulez aller? Madame? Ah pardon, j'ai cru que vous aviez levé la main. Monsieur? Pouvoir communiquer à son équipe la direction. Absolument. C'est-à-dire partager votre vision et la faire partager à votre équipe pour que tout le monde se l'approprie et y adhère. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Un proverbe africain. Eh bien, c'est exactement ça. Si vous montrez la destination à votre équipe, eh bien, clairement, vous allez embarquer avec vous les gens, les compétences dont vous avez besoin et la motivation. Si parle, comment je m'en occupe? En général, je baisse le ton et après je gueule. Voilà. Mais ça va, pour le moment, ils sont... vous voyez que je vous défends. Hein. Oui, merci. Voilà, c'est important d'embarquer les gens avec vous, mais ça a un autre avantage. Finalement, j'en vois plein. Partager une vision, le management participatif, c'est faire adhérer à votre projet, et vous avez tous les gens de votre équipe qui savent où vous voulez les emmener. Alors après, ils peuvent être d'accord ou pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, en général, ils sont... Mais s'ils sont d'accord, vous avez quoi? Vous avez une équipe qui est motivée. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un collaborateur, un équipier, qui arrive le matin en disant « Bon, à quelle sauce je vais être mangé aujourd'hui? Où c'est qu'on va? Qu'est-ce que je vais faire ?» Ça, c'est pas du tout motivant. Quand vous avez des gens de votre équipe qui arrivent avec plaisir, en sachant qu'aujourd'hui, vous allez faire des choses ensemble et que vous allez aller dans la même direction, c'est extrêmement motivant. Et des gens motivés, des équipiers motivés, il y a plein de points positifs. Là, je parle en tant que dirigeant d'entreprise. Mais il y a plein de points positifs. D'abord, ils sont moins absents. Parce que quand ils sont absents, vous les payez quand même, hein, un peu. Donc, vous perdez en rentabilité. Donc, des gens motivés, ils sont moins absents. Des gens motivés, ils sont heureux. Des gens motivés, ils ne développent pas de maladies psychosomatiques, etc., etc. Des gens motivés, ils restent dans votre entreprise. Juste une chose, je vous ai dit tout à l'heure, nous on embauche à peu près, juste l'année dernière, on a embauché 112. On a recruté 112 pour l'essentiel des ingénieurs, nouvelles compétences. Dans le même temps, on en a perdu 27. Ça veut dire qu'on embauche, mais il y en a qui vont s'essayer ailleurs. Et donc c'est particulièrement important pour nous, parce qu'on voit le temps d'embauche, de recrutement de quelqu'un, ensuite il faut le former, il faut lui faire accéder à la culture de l'entreprise, etc. Mais tout ça c'est du temps et c'est de l'argent qu'on investit. On l'investit dans l'espoir que les ingénieurs seront heureux chez nous, qu'ils vont pouvoir s'éclater. On l'évoquait tout à l'heure avec M. Prégaldini. Il y a des soirées sur des péniches-bars, il y a des week-ends au ski, il y a un certain nombre de choses. Évidemment, ça crée un sentiment d'équipe, mais surtout, ça permet à chacun de se dire « Bon, je bosse, mais franchement, c'est sympa. Je gagne bien ma vie. En tant qu'ingénieur, vous gagnerez bien votre vie, ça je le dis. Vous gagnez bien votre vie, mais l'environnement, et c'est pas tout. L'argent n'est plus, en tout cas pour votre génération, et c'est un vieux qui vous parle, mais pour votre génération, l'argent n'est plus le moteur principal de votre motivation. Votre motivation, vous allez le chercher dans la quête du sens de ce que vous faites au quotidien, dans le sentiment d'appartenance à une équipe. Et tout ça sont des éléments qui doivent vous inspirer et faire en sorte que quand vous vous levez le matin, vous soyez content d'aller au travail. Et tout le monde est gagnant. Donc, ce point de l'ingénieur, de l'entrepreneur, de dire « j'ai une vision ». Ça définit un objectif sur lequel vous embarquez votre équipe, vous rassemblez et vous mettez en œuvre les moyens pour y parvenir. Et je ne parle pas seulement des moyens humains, mais Beaumarchais disait « il n'est de richesse que d'hommes ». Je sais que d'autres l'ont repris après, quelques penseurs ésotériques du XXe siècle, je ne les nommerai pas, mais c'est Beaumarchais qui disait « il n'est de richesse que d'hommes ». De femmes aussi, mais il prenait l'homme dans le sens générique du terme. Eh bien, parmi les richesses de votre entreprise, parmi les richesses de votre projet, de ce dont vous avez les responsabilités, vous avez les richesses qui sont technologiques, les richesses financières, mais surtout, vous avez les richesses humaines.
En gros, est-ce que vous croyez que quelqu'un comme Steve Jobs, d'autres, Elon Musk, aurait démarré son entreprise tout seul sans donner envie aux gens compétents de la compagnie? Non. De mémoire, Steve Jobs n'était pas ingénieur. Bill Gates non plus. Par contre, ils ont su s'entourer, ils ont communiqué cette envie d'aller plus loin ensemble. Et à chaque fois, vous regardez que dans le binôme, il y avait un ingénieur. Donc d'un côté, il y a la vision, peut-être qui est portée par quelqu'un qui n'est pas nécessairement une somme de connaissances techniques, cette vision avec cette capacité commerciale, mais de l'autre, il y a la méthodologie, on l'a dit, les process, la rigueur et la compétence technique. Ça va jusque-là? Je ne vous ai pas perdu? Il y a plus de mains qui se lèvent pour entreprendre? Ça viendra. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le contenu des cours scientifiques. Je vous l'ai dit, je vous le rappelle, je ne suis pas ingénieur moi-même. Et puis en plus, M. Pregaldini et l'équipe pédagogique ont une expérience, une expertise qui est bien supérieure à celle que je pourrais amener. Donc je vais leur laisser le soin de vous accompagner tout au long de ces 3 ans dans l'acquisition des connaissances dont je ne doute pas que dans 3 ans, elles vous serviront. Aussi sur le plan opérationnel, et puis elles feront de vous des candidats de valeur, ne serait-ce que pour le stage de fin d'études, mais également pour votre premier emploi. Donc, aujourd'hui, la communauté scientifique reconnaît la qualité des cours de télécom physique, et je vous demande, si ce n'est qu'un service personnel, tout simplement d'être attentif dans les 3 années qui viennent, parce que et vous aurez l'occasion de vous convaincre tout au long de votre vie professionnelle. Mademoiselle, si vous voulez intervenir, je vous invite à prendre la parole. Je peux continuer? Merci. Voilà, et donc vous aurez l'occasion de faire appel à ces connaissances, et ces connaissances, vous vous en rendrez compte tout au long de votre vie professionnelle, en disant, mais oui, c'est vrai que ça en cours, on nous l'avait dit, ça m'était quand même passé totalement au-dessus de la tête, voire même, j'en voyais pas du tout l'utilité, et puis à un moment donné, face à une décision à prendre, face à un enjeu, face à une problématique technique que vous allez rencontrer, vous allez vous dire, ben oui, il y avait ce truc-là. Et en fait, vous allez voir que finalement, tout ce que vous avez, comme un aspirateur, comme une éponge, tout ce que vous allez acquérir dans ces 3 prochaines années, elles vont servir à vous alimenter et à créer la base de connaissances qui va vous servir toute une vie. Et la première base de connaissances, hormis la connaissance technique, ça va être la rigueur, la méthodologie et la compétence. Voilà, je n'en dis pas beaucoup plus. J'aimerais vous parler, je l'ai dit, des qualités de l'ingénieur et de l'entrepreneur. La première chose, c'est, si vous voulez entreprendre, il faut faire preuve de créativité. Alors, une petite chose, à votre avis, combien, sur 100 personnes qui entreprennent, souvent des ingénieurs, sur 100 personnes qui entreprennent, combien créent une entreprise à partir d'une idée totalement nouvelle et novatrice? Je reformule peut-être ma question. Est-ce que selon vous, il faut avoir l'idée révolutionnaire pour entreprendre et créer une entreprise? Non. Seulement 5% des entreprises sont créées à partir d'une idée nouvelle, un brevet ou une idée totalement novatrice. Alors c'est important, évidemment, ça alimente l'innovation, mais 95% des entreprises qui sont créées le sont pour d'autres raisons. Et le plus souvent, c'est la mise en application d'une compétence qui est déjà acquise, que vous avez, et qui est reproduite, et en se disant tout simplement, ben voilà, cette compétence que peut-être j'ai acquise ailleurs, durant mes stages ou durant mon premier travail, eh bien, je vais le mettre parce que j'ai une vision différente, parce que aussi, j'ai un management qui est différent, qui est plus participatif, qui est plus ceci, cela, parce que les gens ont envie de venir travailler avec moi. En gros, vous devenez inspirant. Et vous allez créer quelque chose de différent pour pouvoir proposer peut-être un produit ou un service qui existe déjà, mais ce qui aura été votre patte, l'inspiration que vous y aurez donnée en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ingénieur,
l'esprit collaboratif que vous aurez apporté dans le recrutement de vos équipes, dans votre manière de fonctionner, la gestion des projets, la gestion des carrières, etc., eh bien, fera que vous arriverez à rassembler autour de vous des gens qui ont envie d'aller dans la même direction que l'horizon que vous pointez. D'accord? Ensuite, afficher une solide tolérance au risque. Entreprendre, c'est pas tout prix. Vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain. Vous êtes peut-être mieux au jour au loto, vous aurez plus de chance. Entreprendre, c'est engager son patrimoine personnel, c'est s'engager sur un projet personnel, c'est quelque part, on va devoir aussi recourir à la famille, pas seulement pour l'argent, mais aussi pour le soutien au quotidien, mais surtout il y a des risques. Il y a des risques technologiques, peut-être que l'idée que vous avez eue, eh ben, quelqu'un d'autre l'a eue, à 3000 km de là, dispose d'argent bien supérieur à ce dont vous pouvez disposer, et va très très rapidement prendre le marché que vous visez. Et simplement, vous ne l'avez pas identifié, parce que vous n'avez pas la veille pour le faire, parce qu'il travaille encore dans son garage, etc., etc. Donc, entreprendre, c'est un risque. C'est un risque financier, c'est aussi un risque personnel, on le verra. Mais entreprendre, c'est un risque. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, en 2005, j'avais créé une entreprise en 95, j'avais embauché un peu plus d'une soixantaine de personnes, j'ai dû licencier au moment de la fermeture de mon entreprise, et je me suis retrouvé tout seul, je me souviens, le 2 mai 2005, sur les marches du tribunal de Strasbourg, après une liquidation judiciaire, et là on se sent vraiment tout seul. Donc le risque, il existe. Pendant 10 ans, ça marchait bien, et au bout de 10 ans, je me plante. Alors, on peut en parler, mais... Pardon. Une chose est certaine, c'est que la difficulté, elle fait partie du quotidien du dirigeant d'entreprise. Il peut arriver qu'on prenne les mauvaises décisions, ça a été mon cas. Si je refaisais le film aujourd'hui, il y a plein de choses que je ferais différemment. Et c'était intéressant après avoir passé un certain temps, je veux dire pour faire le deuil, hein, parce que quand vous fermez une entreprise, on parle de risque, il n'est pas seulement financier. Quand vous fermez une entreprise, comme c'était le cas pour moi, en licenciant tout le monde, des gens que vous avez recrutés, que vous avez emmenés sur un projet, etc., la première chose que vous perdez, c'est votre patrimoine personnel. Parce qu'en gros, quand ça a commencé à aller mal, vous avez remis la main à la poche et vous avez remis de l'argent dans l'entreprise en disant « demain, ça ira mieux ». Pourquoi? C'est que l'entrepreneur, l'ingénieur, par nature, il est optimiste. S'il entreprend, c'est qu'il pense que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc finalement, quand ça va mal, on se dit, ben, c'est pas grave, demain ça ira mieux. En général, c'est là qu'on va engager tout son patrimoine financier en se disant, ça ira mieux demain. Et ça ne marche pas. Vous n'avez plus de patrimoine financier. Deux, vous n'avez plus de boulot. Important. Donc, plus de sources de revenus. Ça, c'est important aussi. Et quand vous êtes... C'est pour ça que, dans le cours, avec Madame... Cuny, oui, qui m'a succédé, vous verrez avec elle le statut de chef d'entreprise. Il est particulièrement important. Pourquoi? Parce que le statut, il peut vous protéger contre le risque de ne pas avoir de chômage. Le chômage, c'est l'indemnité qui vous permet de vivre quand vous n'avez plus, d'emploi. Un dirigeant d'entreprise, si, entre guillemets, s'il a mal choisi, en tout cas s'il n'a pas... il peut très bien ne pas avoir droit au chômage, tout simplement parce qu'il est ce qu'on appelle mandataire social, qu'il ne cotise pas pour l'assurance chômage, et donc à partir du moment où il ne cotise pas, comme c'est un système par répartition, une assurance mutualisée, à partir du moment où il n'a pas cotisé, eh bien, dès lors qu'il en aura besoin, il ne sera pas indemnisé. D'accord? Donc, vous perdez votre statut, on l'a dit, votre patrimoine personnel, vous perdez votre boulot, vous perdez votre source de revenus, et peut-être le pire de tout. Enfin, il y a deux autres choses. Vous perdez votre statut social, et la pire des choses, c'est que vous perdez l'estime que vous avez de vous-même. Donc, c'est pas sans risque. Et quand vous avez une tolérance au risque, vous savez que ça peut arriver. Donc, en fait, vous gérez. Et vous le gérez en facteur de risque. Donc, c'est important. Vous prendrez des risques calculés. Par exemple, je disais, en difficulté, on va mettre la main à la poche pour remettre de l'argent dans
dans l'entreprise, c'est un risque calculé. En gros, vous évaluez votre capacité à remettre de l'argent et la probabilité que vous avez soit de pérenniser votre entreprise, soit à un moment donné de récupérer l'argent que vous avez mis. C'est un risque calculé. Il va falloir affronter l'incertitude, et ça c'est souvent difficile, mais pas seulement pour soi. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, il est face à plusieurs personnes. D'abord, il est face à ses équipiers, qui, bien qu'il soit convaincu qu'il a montré la bonne direction, la question c'est, est-ce qu'on va y arriver? Ou est-ce qu'on n'a pas, ou on ne poursuit pas un objectif qui est trop loin pour nous? Est-ce qu'on aura les moyens financiers d'aller jusqu'au bout? Etc. Et donc, tous ces éléments d'incertitude, ce sont des questions que, en tant qu'individu, qu'ingénieur et qu'entrepreneur, vous allez vous poser. Mais il faudra aussi, même si vous n'avez pas la réponse, que vous puissiez rassurer, tant que faire se peut, non seulement vos équipiers, mais pire, quand vous rentrez à la maison le soir. Moi, j'ai eu le cas, hein. Rentrer à la maison, je n'osais pas dire que la journée était catastrophique. Pourquoi? Parce qu'avec ma femme, on avait 2 enfants, il fallait payer l'école, etc. Donc il y avait un train de vie à assumer, il y avait une maison à payer, etc., etc. Donc on est un peu dans une masse. Donc gérer l'incertitude, c'est aussi croire en l'avenir, mais c'est aussi prendre des risques calculés pour ne pas aggraver une situation qui, au final, va finir difficilement. Et donc, ça veut dire prendre des décisions audacieuses. Je ne dis pas qu'il faut jouer au poker, je ne dis pas qu'il faut jouer au dé ou au blackjack. Une décision audacieuse, c'est une décision qui est mûrement réfléchie, avec la base de connaissances qui est la vôtre, on l'a dit, compétences techniques, rigueur, méthodologie. Vous prenez des décisions audacieuses selon la probabilité que vous avez d'atteindre l'objectif que vous vous fixez. Et à partir du moment où vous savez emmener une équipe avec vous, en général, il y a de très, très grandes chances que vous réussissiez et que vous réussissiez ensemble. Quel est l'âge idéal pour entreprendre? Allez, lâchez-vous. Vous voyez que je suis bavard, vous ne parlez pas beaucoup, vous avez l'occasion de parler. Monsieur? Oui, vous? Selon vous? Vous ne pensez pas qu'il y a forcément un âge idéal? Oui. Oui. À mon âge, vous voulez dire? Non mais j'adhère totalement. Fabien, tu as trouvé ici ton futur professeur d'entrepreneuriat, parce que c'est effectivement la réponse qu'on va être amené à développer ensemble. Il n'y a pas d'âge idéal, par contre, il y a des appétences selon l'âge et l'expérience qui est la vôtre, eh bien, vous avez plus ou moins d'avantages ou d'inconvénients. Clairement, moi j'ai 58 ans, entreprendre maintenant, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire remettre dans un projet tout ce que j'ai pu mettre de côté en disant je prends le risque qu'à 65 ans, quand je serai à la retraite, ben, finalement j'ai plus rien. Est-ce que c'est un risque que je peux prendre à 58 ans ou est-ce qu'il vaut mieux se dire à 20 ans, bon, j'ai 3 000 € sur mon compte, c'est déjà bien, si je le perds, bon, j'aurai toute la vie pour me refaire. Donc, en fait, il y a, en fonction des étapes de la vie, en fonction de l'âge, il y a des avantages et des inconvénients. C'est plus facile d'entreprendre quand on est jeune parce qu'on n'a rien à perdre. C'est plus difficile quand on est un peu plus vieux parce que souvent, eh bien, on est un peu plus assis dans une position sociale, dans un statut, dans un minimum de revenus qui fait que plus on s'installe dans une zone de confort et plus il est difficile d'en sortir pour aller prendre le risque d'entreprendre. On l'a dit, il va falloir affronter l'incertitude, il va falloir prendre des décisions audacieuses, des risques auxquels il faudra une certaine appétence et la tolérance, et puis il faudra prendre des risques calculés. Clairement, plus on avance en âge, et moins ça sera facile. Donc je vous rejoins totalement sur votre analyse, et Fabien, tu gardes bien son nom, parce que ça sera notre futur professeur d'entrepreneuriat. Voilà. Bon, merci en tout cas pour votre réponse et d'avoir pris la parole. Et je le dis pour les autres, je vous interrogerai après, vous aussi.
Donc, il n'y a pas d'âge idéal, mais il y a un certain nombre d'appétences. En tout cas, les questions qu'on se pose, c'est quoi? C'est je suis trop jeune, je suis trop vieux, est-ce qu'il y a un âge propice? Quand est-ce qu'on atteint l'apogée de son potentiel entrepreneurial? Voilà, c'est exactement la question que vous avez posée. Les réponses, elles sont multiples. Pour vous donner, alors ça c'est statistique, hein, mais en France, en moyenne, on entreprend à 35 ans. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'on a déjà une certaine expérience, une expertise. On a aussi cumulé un peu de moyens, et on n'est pas encore totalement engagé dans les responsabilités financières de la famille. Par exemple, on n'a pas un garçon ou une fille dans une école d'ingénieur qui nécessite pour vos parents des efforts. Il y avait vendredi dernier la remise des diplômes de la promotion qui vient de sortir. Et c'était important, chaque personne qui a pris la parole a aussi salué le rôle des parents. Vous en avez conscience, ils sont derrière vous, ils vous ont soutenu, ils vous aiment, ils vous font confiance. Et donc, c'est important qu'à un moment donné, vos parents ont fait ce choix de dire bien, je vais privilégier d'aider mes enfants à démarrer dans la vie plutôt que de privilégier un projet personnel. À 35 ans, vous êtes dans cette moyenne d'âge, et c'est ce que pensent en tout cas la plupart des Français. Vous êtes dans la moyenne d'âge en disant, ben, finalement, c'est à peu près le bon compromis entre l'expérience, le patrimoine financier que j'ai pu accumuler, les idées que j'ai, ma capacité à mener un projet à bien, à emmener des femmes et des hommes avec moi sur ce projet. Et vous voyez que cet âge, il baisse. Parce qu'en 2020, donc un an avant, la moyenne était à 36 ans. Et ça baisse régulièrement depuis plusieurs années. Donc c'est toujours intéressant de comparer les chiffres par rapport à la décennie, puisqu'il y a plus de 10 ans, la moyenne était à 38 ans. Donc en gros, votre génération, ou celle qui vous précède juste avant, vous êtes des entrepreneurs. Et ça s'explique par une chose très particulière que j'ai découvert au fur et à mesure des 10 ans que j'ai passés en enseignant à l'école physique. Eh bien, c'est que votre génération et celle qui vient juste avant vous, vous avez, contrairement à la mienne, vous avez déjà une vision d'un monde qui vous ressemble, avec un système de valeurs, avec des codes qui sont très loin de ceux de ma génération. Alors clairement, on a fait ce qu'on a pu, je vous demande pardon parce qu'on a parfois merdé, c'est vrai, mais fondamentalement, on vous livre un monde dont vous serez bientôt les promoteurs, dont vous êtes déjà les acteurs, mais les codes, vous les connaissez. Les codes, c'est la quête de sens, c'est ne pas s'embêter au travail, c'est la responsabilité sociale, la responsabilité environnementale, la prise de responsabilité de façon intergénérationnelle, l'engagement sociétal, etc., etc. Tout ça sont des valeurs qui vous ressemblent, j'imagine en tout cas, et c'est absolument pas incompatible avec l'esprit d'entrepreneuriat. Pourquoi? C'est parce que vos idées, vous allez les transformer en opportunités. Et face à tous les problèmes que vous allez rencontrer, votre esprit d'entrepreneur va faire que parce que vous êtes ingénieur, eh bien, vous avez une idée, vous avez une solution. Et à un moment donné, vous vous poserez la question en disant, mais sur ça là, qui ne marche pas, j'ai pensé à ça. Et si je montais un projet pour pouvoir répondre à cette solution si je proposais une solution pour pouvoir répondre à ce problème. Et en fait, c'est très simple, c'est que si vous amenez une solution à un problème que vous avez identifié, que vous vous êtes aperçu qu'il y a plein de gens, d'entreprises qui font face à ce problème, c'est facile. Vous serez le meilleur, même si vous êtes ingénieur, vous serez le meilleur commercial de votre entreprise. Parce que c'est votre projet, c'est votre idée. Et quand vous irez voir demain un Vinci, je sais pas, un Bouygues, vous allez voir un Atos, etc., pour leur dire, voilà, vous avez un problème, j'ai une solution, je vous la propose. Voilà combien ça coûte. Alors, vous serez totalement légitime. Et en fait, plus le problème pour lequel vous avez trouvé une solution, bien plus ce problème est partagé par des entreprises, des organismes, des établissements publics, et plus vous avez un marché qui vous tend les bras. Donc quand vous entreprendrez, et ça c'est pas l'objet de l'échange aujourd'hui, quand vous entreprendrez, il ne faut pas juste avoir une super bonne idée que vous faites vivre, il faut que cette idée, elle trouve une connexion synergique avec un besoin le plus large possible, auquel vous allez répondre. C'est ce qu'on appelle le marché. Et ça, vous verrez dans le cours de Madame Curie. Voilà, donc j'en dis pas plus sur l'âge.
Donc, en pratique, c'est ce que nous disions avec monsieur, il n'y a pas d'âge idéal. Ça dépend largement des circonstances individuelles, des objectifs, des compétences, de la personnalité. Je vous parlais de mes deux enfants qui sont aussi en école d'ingé. Ils m'apprennent des choses tous les jours, comme vous le faites peut-être avec vos parents. Mais la personnalité, c'est important. Le plus âgé, lui, clairement, il voudra créer une entreprise. Le second, il n'a surtout pas envie de le faire. Et donc, après, c'est tout simplement une aspiration personnelle qui fera que, est-ce que vous voulez prendre des responsabilités? Est-ce que vous souhaitez, à un moment donné, partager une vision que vous avez de l'avenir, d'une solution que vous voulez proposer? Est-ce que vous voulez emmener des gens, des équipiers avec vous, pour pouvoir y répondre? Donc l'âge, ça n'est qu'un facteur parmi d'autres, mais il en reste 3 autres. Le premier facteur, c'est la jeunesse. Certains entrepreneurs commencent leur parcours très jeunes. J'entendais hier quelqu'un qui me disait, moi quand j'ai créé ma boîte, c'était en 87, j'avais 20 ans, et pendant 30 ans, j'étais très fier de dire que j'avais créé ma boîte quand j'avais 20 ans. En 87, pour créer une entreprise, il fallait mettre l'équivalent de 7 500 € minimum sur la table avant de pouvoir commencer. C'est ce qu'on appelle le capital social d'une entreprise. Aujourd'hui, vous pouvez créer une entreprise avec 1 €. Alors, ce n'est pas une bonne idée, hein, je vous le dis tout de suite, mais vous le verrez avec Madame Philippe, parce qu'avec 1 €, vous ne paierez même pas les frais de publicité pour déclarer votre entreprise dans le journal, ce qui est une obligation réglementaire et légale. Donc il vous faut de toute façon plus d'argent que ça. Mais bon, et il me disait, pendant 30 ans, je me suis gargarisé d'avoir créé une entreprise quand j'avais 20 ans, etc. Il dit, maintenant c'est simple, il y a plein de jeunes de 20 ans qui créent leur boîte, parce que pour 1 €, ça ne coûte rien. D'accord? Donc en fait, le monde a changé aussi. Donc, on peut créer une entreprise très jeune, on peut aussi le créer à l'université, ce n'est pas l'objet du cours, mais il existe ce qu'on appelle les défis pépites, et un statut d'étudiant entrepreneur. Je laisserai le soin à votre direction pédagogique, si vous le souhaitez, de vous expliquer ce que c'est. Ça vous permet d'avoir des subventions, d'avoir un accompagnement, un coaching, et d'avoir un statut social avec la préservation de votre mutuelle, etc., pendant tout le temps que vous menez votre projet. C'est encadré par le ministère de la Recherche, c'est tout à fait intéressant, mais pour ça, il faut avoir un projet. Ce n'est pas juste une coquille. Voilà. Donc, en général, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'entrepreneur, vous avez très peu de contraintes financières. L'insouciance, c'est pas grave si on se plante quand on a 20 ans. Du moment qu'on n'engage pas, qu'on n'hypothèque pas la maison des grands-parents, etc., etc. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Vous connaissez le principe du love money? Oui? Qui a dit oui? Ça m'intéresserait que vous partagiez. Qui connaît le principe du love money? Bon, le love money, c'est l'argent qui vous est donné par les gens qui vous aiment quand vous avez un projet d'entreprise. En règle générale, quand vous créez une entreprise, vous avez un projet, il y a plein de gens qui vous aiment. Votre oncle, votre tante, vos parents, la grand-mère, etc., etc. Vous créez votre entreprise et vous allez dire à ces gens, écoute, tu peux investir dans ma boîte. Donc, vous allez créer une entreprise avec 10 000 € de capital. Le capital, c'est ce qui constitue la somme d'argent disponible pour une entreprise pour réaliser ses investissements, payer ses premières dépenses, etc. Et lorsque des actionnaires viennent mettre de l'argent dans une entreprise, votre tante va vous prêter 2 000 €, vous allez mettre 5 000 €, et puis quelqu'un d'autre, votre cousin, va mettre 3 000 € dans votre entreprise. La répartition de la décision dans l'entreprise sera répartie en fonction des apports de chacun. Donc vous aurez la moitié de la décision avec 5 000 € sur 10 000, mais votre tante avec 2 000 €, il aura 20% des droits de vote. Et votre cousin avec 3 000 €, il aura 30% des droits de vote. Bon, en général, ils vous font confiance, donc ils vous foutent totalement la paix. Par contre, à la fin de la première année, ou de la deuxième, le plus souvent, la première année, vous perdez de l'argent. À la fin de la deuxième année, vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner 100 000 €, admettons, le bénéfice. Donc le love money, où on vous l'a prêté parce que c'était vous, ils sont avant tout actionnaires. Et donc les 100 000 € de bénéfices que vous avez choisi de distribuer plutôt que de les laisser dans l'entreprise pour financer sa croissance, vous allez les répartir.
Et vous allez les répartir comment? 50 000 pour vous, 20 000 pour votre tante et 3 000 pour votre cousin. C'est super, ils sont vachement contents. Sauf que l'année d'après, vous vous plantez. Et la boîte, elle part en liquidation. Elle est morte. Acte de décès civil de la personne morale représentée par l'entreprise. Ça s'appelle une liquidation judiciaire. Et là, le Love Money, en général, il se comporte comme ça, toujours avec les meilleures intentions. Et vous n'avez plus d'argent, on l'a dit, vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de statut social, vous n'avez plus d'estime de vous-même, etc., etc. En général, le Love Money, il va vous dire « Et tu penseras à me rembourser l'argent que je t'ai prêté ?» C'est-à-dire, quand ça va bien, le Love Money se comporte comme un actionnaire, c'est-à-dire qu'il veut bien prendre les dividendes. Et quand ça va mal, il va considérer que vous l'avez prêté à vous personnellement. D'accord? Donc, méfiance. C'est pour ça que, si vous entreprenez demain, ayez un projet qui soit consolidé, qui fonctionne bien, allez chercher de l'argent chez des gens dont c'est le métier d'investir, et qui acceptent, comme vous, entrepreneurs, le risque de l'investissement. C'est-à-dire que si vous vous plantez, ils se plantent avec vous, et ils l'acceptent. Si vous gagnez, ils veulent aussi leur part. C'est le travail d'un actionnaire. D'accord? Voilà, donc ils ont le goût du risque et représentent d'excellents créateurs d'entreprise. La deuxième chose qui est une qualité, je vous l'ai dit, la jeunesse, ça peut vous engager à aller plus vite, plus loin. La deuxième, c'est l'expérience, c'est ce que vous disiez, monsieur. Souvent, avec un peu d'expérience, on minimise le risque de se planter. Pour plein de raisons. Parce que vous avez déjà vécu des situations similaires, et puis qu'en plus, eh bien, vous avez, quand vous créez une entreprise, en général, vous savez déjà à qui vous allez proposer ce que vous avez inventé, trouvé, ou ce que vous souhaitez reproduire. Donc vous avez déjà ce qu'on appelle un fonds de commerce, déjà un peu aussi le commercial. Donc cette expérience, elle va venir vous aider, et quelque part, elle va augmenter le niveau de sécurité de votre projet. Et ça va être de nature à rassurer un investisseur, qu'il soit familial, de Love Money, que ce soit vous-même ou que ce soit un banquier. On a parlé tout à l'heure de l'adéquation homme-femme-projet. Le banquier va être attentif là-dessus. L'autre point qui va être regardé par celui qui va mettre de l'argent dans votre entreprise, ce n'est pas seulement sa qualité technologique, technique, mais c'est aussi le fait que le placement n'est pas nécessairement risqué. Je ne sais pas si vous écoutez pour certains BFM Business à la radio. Non, je sais que c'est pas votre. C'est intéressant quand même, et je vous conseille tous les soirs à 18h. Pardon. Tous les soirs à 18h, il y a des jeunes chefs d'entreprise, hommes ou femmes, souvent des patrons de start-up, qui viennent pitcher. Vous n'avez jamais entendu cette émission? Ils ont 1 minute 30 pour expliquer leur projet. Et ils ont en face d'eux des gens qui sont potentiellement des investisseurs, parce que c'est leur métier au quotidien. Vous n'avez jamais entendu? C'est très très intéressant d'écouter cette émission, parce que vous avez deux types d'entrepreneurs. Vous avez ceux qui viennent, qui connaissent bien leur projet, ils arrivent les mains dans les poches. Mais face à la radio, en fait, il y a 3 millions d'auditeurs, etc., etc., je vous le donne en 1000, à chaque fois, ça bégaye. Soit ils vont pas au bout, soit ils se sont fixés autour d'un point autour duquel ils ont tourné pendant les 1 minute 30, c'est très très court, hein, pendant lesquels ils ont tourné. Au final, ils n'auront pas délivré leur message et surtout, ils n'auront pas intéressé. Donc en gros, un pitch, vous savez ce qu'est un pitch? Ouais. Qui connaît le principe de the elevator pitch en anglais? Le discours de l'ascenseur, si je traduis. Prenons un exemple. Demain, vous avez en stage une super opportunité. Vous êtes une brillante étudiante de télécom physique et vous allez, on va dire à New York, chez une des plus grandes entreprises qui est dans un immeuble de 90 étages, une des plus grandes entreprises dans le métier qui vous passionne, votre spécialité informatique, l'électronique, la photonique, enfin, ce que vous voulez, c'est la plus grande entreprise du monde, et vous êtes stagiaire là-bas, c'est génial.
Vous savez quoi? Vous travaillez au 3e étage. Juste au-dessus du local poubelle, etc., etc. Et le patron, il a un rooftop au 70e étage. Il a un bureau sur 2 étages. D'abord, il a un grand truc, et puis quand il fait des fêtes avec ses amis, aux frais de la boîte, hein, en général, il est sur le rooftop. Et un matin, parce que vous êtes motivé par votre boulot, parce que vous aimez ce que vous faites, parce que vous avez de l'ambition, vous arrivez à 7 heures. En gros, 2 heures avant tout le monde à New York. Hein. Vous arrivez à 7 heures, vous montez dans l'ascenseur pour vous arrêter au 3e étage. L'ascenseur va prendre à peu près 15 secondes pour faire ce trajet-là. Et par chance, vous tombez sur le président de cette boîte de 50 000 salariés. Vous avez une chance dans votre vie de le rencontrer et de le rencontrer en tête à tête. Et c'est maintenant. Alors 2 choses. On revient à mes gars qui font des pitchs sur BFM Business. Soit ils ont préparé leur truc, ils vont bégayer, et le gars va leur dire merci, au revoir, bonne journée. Soit vous avez dans votre poche un pitch, c'est ce qu'on appelle le principe de elevator pitch, le pitch de l'ascenseur, qui est toujours prêt à sortir au cas où vous rencontrez la personne qui peut changer votre destinée. Tous les entrepreneurs ont ce pitch qu'ils ont travaillé et qui est prêt à être décliné au moment où ils auront l'opportunité de le faire. Et en fait, ça tient en 3 points. Le premier point, c'est qui vous êtes. C'est important. Le deuxième, c'est ce que vous faites. C'est bien aussi. Le troisième qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'est-ce que j'attends de vous. Si vous rencontrez quelqu'un, vous dites voilà, je fais ça, voilà mon projet, et j'aimerais que vous m'aidiez à faire ça. Et voici mes besoins. Et il y en a peut-être un 4e. Si en tout cas il est intéressé par les 3 premiers points, en général vous tendez votre carte de visite, vous ne l'importunez pas plus longtemps. Ça arrive, hein, on voit dans des soirées où il y a quelqu'un d'important qui se fait agripper à l'agent par un porteur de projet qui lui déroule tout son argumentaire pendant 25 minutes, etc. Le gars, il a juste un verre vide à la main, il est à côté des petits canapés auxquels il n'ose pas aller. Je l'ai vécu, hein. Auquel il n'ose pas aller chercher les petits canapés parce qu'en plus il a la dalle, il n'a pas mangé à midi parce qu'il avait une réunion, etc. Et il y a un gars qui lui déroule tout son argumentaire commercial, alors c'est ni le lieu ni l'endroit. L'opportuniste, l'entrepreneur, l'ingénieur que vous serez demain, ayez ce pitch avec vous, vous intéressez, vous ferez votre proie, si je peux dire comme ça, vous allez changer les cartes de visite et vous convenez d'un rendez-vous d'affaires plus tard. En fait, c'est très professionnel parce que vous aurez suscité l'intérêt et vous avez la perspective qui vous consacre plus de temps qu'il ne peut le faire à l'instant T pour évaluer votre projet. Libre à vous d'être prêt à ce moment-là. Donc je reviens sur l'idée du pitch, mais c'est particulièrement important parce que si demain vous rencontrez le patron d'un fonds d'investissement qui peut investir dans votre start-up, ce n'est pas le moment de bégayer. Donc l'argent est important, on l'a vu, la jeunesse, l'expérience, et l'argent est tout aussi important. Ça va pour vous? Si on doit retenir 3 choses, pour le moment, les compétences techniques, la méthodologie et la rigueur, c'est ce qui fait le cœur de notre métier. Et concernant l'âge idéal, il y a 3 critères importants, l'argent, la jeunesse et l'expérience. Ça va pour vous? Il n'y a plus de mains qui se lèvent pour entreprendre, c'est normal, je vous ai fait trop peur. On y va. Pourquoi entreprendre? Je vous rassure, on arrive à la fin, après il y aura des questions-réponses. En tout cas, pour les plus bavards, je les ai notés, hein, c'est eux que je vais interroger en premier. Pourquoi entreprendre? Bon, vous avez des exemples. Innover et mettre au point son idée. Ça évoque quoi pour vous? C'est quoi l'innovation d'ailleurs? Monsieur le directeur, est-ce qu'ils ont des cours d'innovation en 2e ou en 3e année, un module? Ils vont devoir innover constamment, ils vont avoir à disposition un nouvel espace d'innovation technologique en bas, donc oui, ils vont être confrontés à l'innovation durant ces 3 années. Innovation technologique principalement. Excellent. Excellent. Eh bien, l'innovation, donc si vous ne savez pas déjà ce que c'est, il va falloir vous y mettre. Hein. Je viens de comprendre que la pression, elle est quand même sérieuse au niveau de la direction pédagogique. On attend de vous beaucoup de choses. En gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes des chanceux, vous êtes des privilégiés,
Vous faites partie des jeunes de votre génération qui sont amenés à prendre des responsabilités. Et pas seulement pour gagner de l'argent, je vous l'ai dit, ça vous engage aussi sur une dimension sociétale, sociale. Et la chance que vous avez d'être bien cortiqué, j'allais dire, eh bien, elle vous engage aussi à prendre en charge, à amener avec vous des gens qui n'ont pas eu votre chance. Donc ça, c'est particulièrement important. Et c'est aussi le travail de l'entrepreneur, de l'ingénieur, du manager que vous serez demain. Et ça veut dire qu'innover et mettre au point son idée, ça peut faire appel à tout un tas de compétences. Alors, je sais qu'il y a, dans la structuration d'une innovation, il y a toute une méthodologie. Et donc, je comprends par l'ouverture de cet espace d'innovation, j'imagine, c'est peut-être fait avec un partenariat avec quelqu'un comme Steelcase, par exemple, ou Grantino, ou je ne sais pas. Plusieurs partenaires industriels, la région, l'Eurométropole. Oui. Il y aura également des industriels qui vont venir faire une formation continue au sein de l'école, oui, et qui vont innover avec les étudiants. Donc c'est un mix social. Excellent. Ben là, je vous invite à vous impliquer dans ce projet-là, parce que ça a plein d'avantages. D'abord, vous allez apprendre une méthodologie. J'entends dire qu'il y a non seulement des institutionnels, mais aussi des industriels. Ça veut dire que vous avez des ingénieurs qui étaient à votre place il y a quelques années, qui vont faire l'effort bénévole de venir partager leur expérience. Et en fait, pour vous, c'est extrêmement enrichissant. En gros, ça va vous servir d'accélérateur de vos connaissances. Donc, impliquez-vous, parce que vous allez acquérir plus d'expérience. On a vu que c'était un des 3 critères. Il y a une autre chose qui est intéressante. C'est que finalement, si vous faites remarquer, vous avez vos stages d'assurés. Ça peut être une opportunité. Donc, innover, mettre au point son idée. C'est un des moteurs de la création d'entreprise. La deuxième, c'est son propre patron. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai déroulé, mais vous avez là les 8 points qui font qu'à un moment donné, quelqu'un se dit, ben voilà, moi j'ai envie d'entreprendre, devenir son propre patron. Il y a plein de raisons pour ça. Lancer de nouveaux défis, créer son emploi, gagner plus d'argent. C'est pas indécent. Hein, on peut avoir des envies. Être plus libre, indépendant, gagner son temps, donner du sens à la vie. Donc le premier d'entre eux, c'est innover et mettre au point son idée. Alors je passe rapidement dessus parce que clairement, j'imagine que l'expérience et le dispositif qui est mis en place à Télécom Physique avec la région Grand Est, notamment, hein, je pense que c'est la région Grand Est, il y a énormément de choses, j'ai vu, la région Grand Est et Grantino aussi, l'agence d'accélérateur de PME, Grantino, vous avez des banques comme BPI qui mettent de l'argent, enfin, ça, clairement, c'est des choses dans lesquelles il faudra vous engager. Et l'idée, c'est que vous puissiez mener à bien un projet d'innovation. Je ne vais pas faire plus de détails sur la partie innovation, elle est importante et surtout, elle sera extrêmement bien guidée si vous prenez la peine de vous impliquer dans le dispositif qui est mis en place par la direction de l'école. Un élément, pour ma part, c'était un des éléments moteurs, mais je pense qu'on peut, quand on décide d'entreprendre, réunir les 8 points, ou un seul des 8, parfois 2 ou 3. Mais être son propre patron, pour ma part, à l'époque, c'était un élément indispensable. Quand j'ai créé ma première entreprise, c'était ça. C'est que j'aimais bien mon patron. D'ailleurs, c'est resté un ami. On se voit toujours. C'était mon premier patron en 89. Mais je voulais décider moi-même. En tout cas, pour ce qui me concerne. C'est-à-dire, est-ce que je m'engage? Est-ce que je mets de l'argent dans tel truc, etc., etc. Je voulais pouvoir décider moi-même. Alors, il y avait une chose que j'avais envisagée à l'époque, ça je dira peut-être, c'était de dire, ben, je vais faire un truc et puis je vais demander à mon patron de mettre un peu d'argent dedans. Parce que comme ça, il va m'aider financièrement et puis son expérience et son conseil, parce qu'il avait 35 quand j'en avais 24, ben, ça va m'aider aussi. D'accord? Donc c'était une idée. Mais être son propre patron, c'était particulièrement important. Et c'est d'ailleurs la raison qui pousse de plus en plus, enfin en tout cas, le plus de salariés à démissionner pour créer leur entreprise. C'est vraiment des éléments moteurs, c'est de dire à un moment donné, on stop, la hiérarchie, je ne supporte plus, maintenant je vais pouvoir décider par moi-même, quitte à gagner moins. Je déjeunais hier avec un ancien cadre de très très haut niveau, qui a travaillé pour un groupe de sport que je ne nommerai pas, mais qui a 3 bandes.
qui était le directeur financier du groupe au niveau monde. Il habite Strasbourg. Il me dit, j'ai démissionné. Je gagnais très bien ma vie, mais j'ai démissionné parce que la somme de travail, le stress, l'ambiance, les voyages incessants. Il me dit, j'ai 4 enfants en bas âge, ça devenait impossible. Et donc, j'ai accepté de créer ma petite boîte de conseil où je vends mes services en temps partagé. Et ceci, je le fais, et je gagne 5 fois moins que ce que j'avais auparavant. Donc, l'argent n'est pas toujours le moteur, mais devenir son propre patron, pouvoir décider soi-même de sa destinée, c'est un des éléments importants. Des questions? Monsieur? Oui, madame? Excellente question. Pas toujours. Alors, je ne connais pas le chiffre, pardonnez-moi, je ne connais pas le chiffre, mais je peux vous citer un exemple. Je trouve, en tout cas c'est un sentiment, que dans les entreprises dites innovantes, c'est-à-dire celles qui vont créer un marché qui n'existe pas parce qu'ils ont découvert ou ils ont répondu à une demande qui était latente et pour laquelle il n'y avait pas d'offre auparavant. Et chaque année dans le cours à Télécom Physique, le cours d'entrepreneuriat, vous le verrez, c'est vraiment intéressant parce que vous allez, au fur et à mesure du cours, travailler sur la recherche d'une idée, qui est possible innovante, mais pas nécessairement. Et cette idée-là, vous allez la mettre en œuvre. Découvrir un marché, le financer, recruter des gens, etc. Jusqu'au moment où vous allez pitcher devant un jury, qui sont des vraies personnes du monde professionnel, investisseurs, industriels, pour pouvoir voir si votre projet les intéresse. Mais avant tout, ce que je demandais aux étudiants, c'était de faire une présentation en 3 slides d'un entrepreneur qu'ils connaissent, soit personnellement, soit... Et ça, c'était intéressant parce que en 3 slides, il fallait dire quelle était sa formation, quel avait été son projet, et qu'est-ce qui avait fait que ça avait réussi. Eh bien, dans plus de la moitié des cas, les entrepreneurs qui se font remarquer sont des femmes. Parce qu'elles sont innovantes, parce qu'on parlait tout à l'heure de quête de sens et de responsabilité sociale. Clairement, les femmes sont peut-être plus ensemblières, je ne sais pas si le mot est bien trouvé, mais peut-être jouent plus collectif que ne le font les hommes en général. Les hommes qui jouent individuels, ceux-là, en général, leur entreprise ne va pas très loin. Et la part des hommes qui ont un projet plutôt participatif, eux vont très loin, tout comme 100% des projets féminins qui sont portés. Alors, je n'ai pas pu répondre à la part des femmes qui entreprennent, mais je pense que c'est au minimum de l'ordre de 30%. Au minimum. Et souvent sur des projets très novateurs. Très novateurs, ça veut dire que c'est des projets d'avenir. Ça veut dire que les grands patrons de dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera des femmes. Hein, parce qu'elles créent aujourd'hui des pépites, des startups, qui seront des grandes entreprises de demain. J'ai répondu partiellement, pardonnez-moi, mais j'espère avoir ouvert peut-être un peu les chakras sur le sujet. D'autres questions à ce stade? Non? On continue. Donc, se lancer de nouveaux défis. Bon, on l'a déjà dit, hein, c'est vrai que dans la présentation, quand vous entreprenez, vous n'êtes pas sûr à 100% que ça aboutisse, clairement, mais vous n'êtes pas sûr à 100% que vous allez créer, entre le moment où vous avez l'idée. Vous parlez des projets d'entrepreneuriat en 3e année. Parfois, à la fin du 2e cours, on vient me dire, bon ben voilà, mon projet, c'est, enfin notre projet, de cette année, notre projet, c'est ça. Super. Au bout du 3e cours, on arrive totalement déconfit. Tu viens de nous voir en disant, bon ben, on a fait le point, l'idée, il est super, mais il n'y a pas de marché, personne ne nous l'achètera. Est-ce qu'on peut changer de truc? Donc il est possible que demain, vous ayez une bonne idée, en tout cas, vous croyez l'idée comme telle, et puis qu'après avoir évalué le potentiel de votre idée, c'est-à-dire en gros, est-ce que vous allez pouvoir en vivre? Est-ce que vous allez pouvoir générer suffisamment d'argent pour entretenir votre idée, pour continuer à embaucher, pour vous développer, pour développer de nouveaux marchés? Eh bien, si la réponse est non, il faudra accepter de dire, eh bien finalement, mon projet il est trop petit pour porter les ambitions que j'ai réfléchies dessus.
Et en général, ça donne souvent un effet qui se coule, parce que on tire le fil de la pelote de laine, et ça va vous donner d'autres idées. Combien d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont réussi ont d'abord commencé par se planter? 100%. 100% des entrepreneurs aujourd'hui que vous connaissez, hein, je pense au gars j'ai oublié son nom, le gars de Netflix. Vous connaissez Netflix? Oui. Vous savez ce qu'il faisait avant? Oui, monsieur? De la location de vidéos, de DVD. Et en gros, il a compris à la fin des années 90, début 2000, que ce système-là allait mourir. Alors il avait deux choix, il était déjà très riche. Hein, en disant, ok, j'achète une maison en Dordogne, par exemple, et je prends ma retraite à 32 ans. Super. Mais c'est pas ce qui l'animait. Ce n'était pas ce dont il avait envie. L'autre chose, c'était de dire, bien, ok, ce que j'ai monté, c'est en train de se planter, je vais peut-être renoncer à mon projet, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Il a une idée, des plateformes, ce qui est petit à petit, après deux évolutions technologiques quand même. Hein. La première n'a pas fonctionné. Ce qui est devenu Netflix, un succès mondial. Donc vous pouvez créer, vous pouvez bâtir, vous pouvez innover sur un échec. Et c'est d'ailleurs l'essentiel de l'innovation consiste à répondre, je le disais tout à l'heure, à un problème. Mais quand vous êtes confronté à une difficulté, l'innovation vient en réaction pour trouver une solution. Quelqu'un m'a dit un jour, on ne construit jamais sur des bonnes nouvelles. Quand tout va bien, vous pensez que vous avez le souffle de Dieu qui coule dans vos veines, que en fait vous avez pris toutes les bonnes décisions, que tout va bien, qu'il n'y a aucune raison que ça change, etc., etc. Et puis un jour, vous prenez un TGV en pleine poire, parce que vous n'avez pas vu venir un concurrent qui s'est préparé mieux que vous, sur un terrain différent, différenciant du vôtre, etc., etc. Donc quand ça va bien, je vous le dis, ça vous sera redit par Muriel Cuny en cours d'entrepreneuriat, quand ça va bien, c'est le moment de changer. Parce que vous avez encore les moyens financiers de le faire, vous avez encore le temps, parce que vous n'êtes pas empêtré dans les engagements. En gros, gérer les difficultés d'une entreprise, ça vous prend plus de temps que de gérer sa croissance. Et troisièmement, vous avez encore une crédibilité financière. Quand vous allez voir votre banquier quand ça va bien en disant j'ai un projet, c'est asseyez-vous madame. Le jour où ça va mal, vous avez 3 chèques rejetés, que vous allez voir votre banquier en disant j'ai un projet de 100 000. C'est écoutez, monsieur, d'abord, prenez pas le temps de vous asseoir, remboursez-moi déjà les 3 000 € des chèques impayés qui sont passés chez moi, et puis on verra après pour vous financer vos nouveaux projets. En gros, il ferme le robinet. Il n'y a aucune chance qu'il rouvre derrière. Donc, innovez, entreprenez quand ça va bien. On parlait de la jeunesse tout à l'heure, c'est la même chose. Ok? Je regarde le temps, on est presque bon. Créer son propre emploi. Bon, ça a été évoqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est particulièrement important. Être indépendant, ça vous permet de créer un emploi qui est à votre image. C'est un emploi qui correspond à ce que vous aimez, à ce dont vous avez envie, qui vous permet de lier les passions, vos centres d'intérêt, de mettre en valeur l'étendue de vos compétences, mais également de ce qui vous porte. Je parlais tout à l'heure des projets intergénérationnels, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour votre génération. Je trouve que vous portez une humanité qui est bien supérieure à celle des générations qui vous ont précédé. Cette responsabilité intergénérationnelle, sociale, cette main tendue vers vos pères, vers les anciens ou vers les enfants qui arrivent après vous, je trouve que vous portez ces valeurs-là qui sont extrêmement positives. Et dans les projets entrepreneuriaux qui sont proposés par les étudiants comme vous, que vous allez très certainement faire en fin de 3e année, eh bien clairement, cette appétence, cette responsabilité, elle est prise en main par les entrepreneurs que vous êtes. Donc c'est important de dire, créer son propre emploi, c'est aussi la capacité que j'ai à faire de mes valeurs mon travail. Gagner plus d'argent,
Qui veut gagner moins d'argent que ce que vous avez aujourd'hui? Donc, l'argent, c'est pas sale. L'argent, j'allais dire, c'est critiquable. Si vous prenez l'argent et que vous le mettez comme dans une pièce de Molière, dans une cassette, et que vous ne le sortez plus jamais. L'argent, ça n'est pas sale. L'argent, c'est le moyen de financer vos envies. C'est pas seulement à titre personnel, l'argent, c'est aussi le moyen de financer vos projets. C'est aussi le moyen de rémunérer à leur juste valeur vos salariés, de les intéresser à la valeur ajoutée que vous avez créée ensemble. Ça peut s'appeler l'intéressement. Vous pouvez leur ouvrir le capital. Aujourd'hui, chez Allemande, je ne suis pas le patron. Chez Allemande, je suis un tout petit associé et tout petit. Mais j'ai un patron, enfin deux en l'occurrence, qui sont les fondateurs en 2005 de cette entreprise. En fait, ils ont gardé une part pour eux, mais ils se sont dit ce projet, on va le mener ensemble. Et donc, ils ont ouvert le capital de l'entreprise à tous les managers et les salariés qui souhaitaient pouvoir investir de l'argent. Et bien, même avec une petite participation, je peux vous dire que le matin, quand on se lève, on a l'impression de travailler pour soi. Et ça change tout. Parce qu'on ne le fait pas pour rien. Donc c'est important. L'argent, c'est aussi un moteur. C'est un moteur parce que ça vous permet d'avoir une vie. Si demain vous avez des enfants dans une école d'ingénieurs, sachez que ça a un coût. Donc commencez à mettre de côté, ça pourra vous servir plus tard. L'argent, c'est un moyen. C'est un moyen de faire plaisir aux gens qui vous entourent, c'est un moyen de prendre vos responsabilités, c'est un moyen quelque part d'assumer vos décisions et de les faire appliquer. Évidemment, entre patron et salarié, le niveau de vie à long terme, il est important. Juste une petite chose, il y a deux choses, ça je vous le dis, ça vous sera répété plus tard, mais ne confondez jamais le travail et l'actionnaire, le dividende et le salaire. Je m'explique. Qu'est-ce qui rémunère un actionnaire? Le dividende. L'actionnaire met de l'argent, il espère, en contrepartie, une rétribution. C'est un peu le même principe que quand vous achetez un appartement, vous espérez un loyer en retour. Eh bien, l'investissement dans une entreprise, c'est la même chose. Vous achetez un titre de propriété de cette entreprise qui est rémunéré par le dividende. Quand il y en a, c'est-à-dire quand il y a du bénéfice. Le bénéfice est réparti, on l'a vu tout à l'heure, entre les actionnaires, ça génère un dividende, sur lequel d'ailleurs vous serez imposé. Mais le salaire, le salaire rémunère le travail. Donc, dans une entreprise, celui qui travaille est rémunéré par un salaire, mais l'actionnaire est rémunéré par dividende. Il peut arriver dans une entreprise que vous soyez en même temps le directeur ou la directrice opérationnelle de l'entreprise, parce que vous êtes le CEO, Chief Executive Officer. Être le CEO d'une entreprise, c'est que vous êtes à la manœuvre. Pour cela, vous recevez un salaire, parce que vous assurez un travail. Et il se trouve aussi que très souvent, le CEO, ou le directeur général, c'est aussi le président de la boîte. Donc en gros, le président du conseil d'administration qui réunit tous les actionnaires. Pourquoi il est président? C'est parce qu'il a la majorité des parts, des actions. Eh bien, il ne faut pas confondre. Un directeur, je prends un exemple, un directeur d'entreprise, ce n'est pas parce qu'il est propriétaire de l'entreprise qu'il doit prendre 25 000 € par mois, quand toutes les entreprises de son secteur d'activité ont des patrons qui prennent 6 000. Pourquoi? Parce que sinon, ça veut dire qu'ils volent les actionnaires. Ok? Donc ça, c'est particulièrement important, et je peux vous dire que les impôts, l'URSSAF, veillent à ça. C'est-à-dire qu'il y a une limite par rapport à des études sectorielles qui sont faites, qui considèrent que si à un moment donné un patron de PME prend trop d'argent, ça se fait au détriment des actionnaires, au détriment des salariés qui auraient pu être augmentés, et en général, eh bien, il se fait sermonner, voire refuser. Il y a une forme de justice sociale dans cet élément. Mais surtout, un patron qui agirait comme ça, ou une patronne qui agirait comme ça, il est à peu près clair qu'il ne garde pas ses compétences, parce qu'ils vont se vendre ailleurs, souvent pour plus cher. Et en plus, il y a une très très mauvaise ambiance dans l'entreprise qui fait que dès qu'on veut partir, on se part. Et c'est souvent le même genre de patron qui gare le Porsche Cayenne devant l'entrée parce que c'est la place la plus près.
de l'escalier, et au détriment de toutes règles de savoir-vivre, etc., etc. Mais ça, je peux vous l'assurer, c'est moins de 1% des entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs sont des gens engagés dans leur vie sociale, et c'est en ça que vous pouvez le ressentir. Donc, être libre et indépendant, vous êtes maître de votre stratégie commerciale. Je regarde, c'est plus l'heure. Je vais aller vite. Beaucoup de personnes choisissent de créer leur propre entreprise pour avoir le contrôle total de leurs décisions professionnelles. Et bien, c'est ça. Vous serez le patron demain, ou la patronne, chez vous. Alors, je vous rassure, mesdames, dans un couple, normalement, vous serez déjà la patronne. En général, c'est les dames qui décident. Dans votre entreprise, il faudra gagner. D'accord? Mais en étant votre propre patron, vous ne dépendez pas d'un employé. Et là, je m'adresse aux dames. Vous parliez tout à l'heure des femmes chefs d'entreprise. Madame, je n'ai pas pu vous donner le chiffre. Mais c'est particulièrement important, en étant ingénieur, demain, ingénieur avec un E, eh bien, vous allez nourrir votre capacité d'indépendance. Vous allez nourrir votre autonomie sociale, professionnelle, intellectuelle. Et ça change singulièrement les choses, de la même manière que demain, si vous entreprenez, eh bien, vous aurez l'autonomie de décision et de prendre les mesures qui s'imposent pour le choix et la mise en œuvre de votre vie personnelle. Organiser son emploi du temps, vie professionnelle, vie personnelle, c'est une conciliation possible, mais clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous travaillez pour un projet que vous avez nourri, vous n'avez pas l'impression de travailler. Donc en gros, vous travaillez tout le temps. Mais ça vous permet quand même de séparer l'un et l'autre. D'accord? Dernier petit point, donner du sens à sa vie. Évidemment, je l'ai dit en préambule, je vais passer rapidement dessus, c'est un moyen de contribuer positivement à la société, c'est-à-dire que ça vous engage. Je reviens sur votre rôle et votre responsabilité. Vous faites partie aujourd'hui des meilleurs futurs prometteurs, élèves, ingénieurs de votre région, de votre ville, de votre village, de votre pays. Ça vous responsabilise. Vous avez un devoir de tendre la main aux générations qui vous suivent. Vous avez le devoir aussi de remercier les générations d'avant qui vous ont permis d'accéder à ça, mais vous avez un rôle à prendre. Ce rôle, vous avez plein de possibilités de le faire, évidemment pour donner un sens à votre vie, mais ça peut être d'entreprendre, ça peut être de travailler pour une entreprise ou un service public qui va servir la collectivité. Donc aujourd'hui, le monde vous est ouvert. Développer la créativité, je n'en dirai pas plus. Parmi les qualités du fondateur, on l'a évoqué. Quelques idées demain. Je vous partagerai sur le Gallieni, si vous voulez bien, le PowerPoint pour qu'il puisse s'en inspirer. Je ne vais pas rentrer dessus, mais j'ai listé, par exemple, les domaines d'activité dans lesquels, potentiellement, aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il y ait des innovations majeures dans les 20 prochaines années. Vous savez qu'il y a 20 ans, mon téléphone, il avait un fil. Il y a 25 ans, on pouvait téléphoner dans la rue. Et vous savez comment on faisait? On allait dans une cabine téléphonique avec des pièces de 5 francs qu'on mettait dans les machines. Et on n'en avait jamais assez. Le monde, il a changé. S'il y a 20 ans ou 25 ans, vous aviez tout l'IRA, l'Internet, ça va tout changer. Pour être géolocalisé, aller à une destination qui est, s'il vous plaît, qui est dans ton agenda, cliquer dessus et dire voilà, je vais à tel endroit, ça me dira le temps que j'y mets, les restaurants que je trouve à proximité, etc. J'aurais dit, mais c'est Orwell, 1984, c'est. Non, le monde change. Le monde change tous les jours. Là, ça préfigure ce que sera le monde dans 20 ans. Vous êtes ingénieur, vous avez la connaissance, vous avez une vision, vous êtes novateur. Imaginez-nous un beau monde pour vous, pour vos enfants et pour vous les vieux. Enfin, je parle pour moi. Rapidement, en conclusion, le succès dans n'importe quel secteur dépendra de votre capacité et celle de votre entreprise à vous adapter aux évolutions technologiques, voire même à les anticiper. Un conseil, ne les anticipez pas trop. Il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que d'arriver trop tôt sur son marché. C'est déjà arrivé. Le gars qui aurait proposé du film, il y en a eu un,
j'aurais proposé des films, il était strasbourgeois, sur une plateforme Internet en VOD. Il y en a eu un en 2012, ça n'a pas marché. Netflix est arrivé plus tard, avec une meilleure technologie, etc. Aujourd'hui, c'est Netflix. Mais sachez que ça existait déjà avant. Donc il y a une question de timing entre votre projet et la capacité du marché à absorber l'innovation que vous lui proposez. Voilà. Donc, vos études vous ont préparé, vous maîtrisez de façon native les codes sociaux de vos générations, soit environnementaux, technologiques, générationnels, etc. Vous les êtes appropriés, vous en êtes aujourd'hui les acteurs et vous en serez demain les promoteurs. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus. Je voudrais simplement vous souhaiter une belle carrière, mais avant tout, travaillez bien, travaillez assidûment, soyez rigoureux, méthodologique, acquérez de la connaissance et ça vous servira demain. Merci et d'avance. Merci beaucoup pour cette présentation exhaustive et j'espère inspirante pour la plupart d'entre vous. Surtout n'ayez pas peur d'entreprendre, ne trompez pas sur le message. Il y a un certain nombre de choses à savoir. Au niveau de l'école, par exemple, il y a quelques années, en moyenne, on avait un étudiant qui bénéficiait du statut d'étudiant entrepreneur. Ça fait partie du dispositif dont je parlais, Pépite, par exemple, Pépite Etena, que vous verrez cet après-midi, qui vous offre la possibilité de vous accompagner dans le développement de votre projet et de vous mener vers votre entreprise. Cette année, depuis l'an dernier, nous avons 5 étudiants qui bénéficient de ce statut. Donc c'est quand même une progression très notable et étant donné les actions de communication envers vous, je pense que voilà, ça va perdurer dans cette voie-là. Donc merci encore Pascal pour cette intervention. On a rarement une conférence de rentrée aussi intense. Du format un peu plus long que d'habitude, mais j'ai l'impression que personne ne s'est ennuyé, tout le monde est resté très très sage et attentif. Ouais, je leur ai fait peur au début, alors. En tout cas, merci de votre attention. Je voulais dire, j'étais ravi d'être là. C'était un honneur. Et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup d'admiration pour votre génération. Vous êtes porteurs de l'avenir, de tous vos projets. Et nous avons confiance en vous. Éclatez-vous, amusez-vous, faites-vous plaisir. Et il faut savoir que M. Gaden tient vraiment beaucoup à cette école et à ses élèves. Dans les jurys d'entrepreneuriat que vous verrez en 3e année, ce sont des jurys bienfaisants, qu'on soit bien clair, et vous aurez l'opportunité en fait de tester votre projet d'entrepreneur face à des jurys constitués de personnes hautement reconnues, on va dire, dans la société civile et industrielle. On a eu le patron du Racing Club de Strasbourg, par exemple, la BPI, enfin, divers... Le patron des Business Angels d'Alsace, le directeur général de la communauté urbaine, le directeur d'économie de la région, à l'époque c'était moi, etc. Mais voilà, beaucoup de chefs d'entreprise, des investisseurs, voilà. Et donc c'est une véritable chance pour vous, étudiants de l'école, finalement, de pouvoir un peu vous confronter à ces gens-là. Donc voilà, ça c'est pour le futur. Entre-temps, effectivement, travaillez bien. Et on vous donne rendez-vous cet après-midi. Alors cet après-midi, il y a ce qui s'appelle le village des services. C'est une présentation de l'offre de différents services que l'école peut vous offrir. Alors pas seulement l'école, mais les partenaires également, divers partenaires de l'université. Donc il y aura un petit pitch à 15h30 dans cet amphi, par Vincent Mazet, directeur des études. Et ensuite, on se retrouvera tous dans la salle polyvalente, où les différents stands, on va vous présenter très rapidement en amphi. Vous allez pouvoir aller d'un stand à l'autre, poser des questions aux différents intervenants et vous renseigner sur ce qui peut vous intéresser. Ça ira des relations internationales à l'entrepreneuriat en passant par la scolarité. Donc, ça va ratisser très très large. Et pour vous remercier de cette journée un peu chargée également pour vous, on organise une petite collation, cocktail, goûter, appelez ça comme vous voulez, à 17h, qui vous est réservé. Bon appétit entre-temps, bonne journée.